10h58, nous sommes 10 rue Nicolas Appert dans le 11e arrondissement devant les locaux attaqués il y a 2 ans par les terroristes Charlie Hebdo. Vous voyez ici tous ces personnes qui se recueillent. Une gerbe est déposée juste devant. Voilà, juste devant le bâtiment. Hommage donc de la maire de Paris. Vous avez vu Bruno Le Roux, évidemment, pour le gouvernement. Juliette Méadel est là également. Les familles des victimes et puis donc le patron de Charlie Hebdo, Riss. Voilà, il y a quasiment 2 ans, donc la France était attaquée. 2 ans. Quasiment 2 ans après les attentats de Charlie Hebdo et l'attaque à l'Hyper Cacher, en tout 17 personnes avaient été tuées par les frères Kouachi et par Amédi Koulibaly. La ville de Paris donc et le gouvernement leur rend hommage. On en parle avec mes invités. Djemila Ben Habib, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue nous voir. Vous êtes essayiste, vous avez publié Après Charlie, laïcs de tous les pays, mobilisez-vous. On va se parler de laïcité ensemble notamment. Vous étiez également une amie de Charb, vous le connaissiez très très bien, on va en parler ensemble. Driss Ait Youssef, bonjour. Vous êtes docteur en droit, président de l'Institut Léonard de Vinci. Et puis Annie Bassard, bonjour à vous. Vous êtes journaliste au service police-justice de LCI, de TF1, pardon. On va directement aller voir Amélie Carrouer qui se trouve justement à Charlie Hebdo, là où avait lieu cette cérémonie ce matin. Vous êtes avec Géraldine Noël, Amélie Carrouer pour les images. C'était une cérémonie très recueillie et c'est la première de toutes celles qui vont émailler la fin de matinée. Oui, une série d'hommages qui a débuté donc à Charlie Hebdo. Vous l'avez vu sur les images. Nous sommes tenus un petit peu à distance pour respecter la volonté des familles de ne pas être filmées. Il y a donc ces familles de victimes, mais aussi des membres de la rédaction de Charlie Hebdo, réunis avec Anne Hidalgo, la maire de Paris, mais aussi le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, ou encore la ministre en charge de l'aide aux victimes, Juliette Méadel. C'est un hommage qui est marqué par la sobriété. Vous l'avez remarqué également, dépôt de gerbes, minutes de silence. Si cette série d'hommages commence ici devant Charlie Hebdo, eh bien c'est parce que c'est ici que la France a basculé dans l'horreur. C'était il y a 2 ans. On rappelle les faits. Environ 11h30 du matin, les frères Kouachi, habillés de noir, s'introduisent dans la rédaction de Charlie Hebdo armés. Ils déciment cette rédaction alors réunie en conférence. Ils tuent 8 collaborateurs, dont 5 dessinateurs, mais aussi un garde du corps, Franck Bensolaro, et l'agent de maintenance, Frédéric Boisseau. On en parlera également. Ce sera l'autre hommage à quelques mètres seulement d'ici. Dans leur fuite, les frères Kouachi vont tuer également Ahmed Merabé. C'est un policier qui est au commissariat du 11e arrondissement. Et il est en patrouille à vélo. Il est blessé et tué sur le trottoir juste en face. Là encore, nous sommes tenus à distance, toujours pour respecter la volonté des familles. Un hommage lui sera également rendu. Ensuite, la délégation officielle se rendra à l'Hyper Cacher, près de la porte de Vincennes, où Amédi Koulibaly a pris en otage les clients de cette épicerie juive, tuant 4 personnes. Juste vous préciser, peut-être si on se pose la question, que ces cérémonies, elles ont lieu aujourd'hui, le 5 janvier, et non le 7, pour une raison bien précise. Le 7, eh bien, c'est Shabbat. Et puis ensuite, le lundi, le 9 janvier, c'est le bouclage pour le journal Charlie Hebdo. Puis enfin, vous donner une information, tout de même, 2 ans après ces attaques de Paris, selon nos informations, il y a toujours 3 victimes qui sont hospitalisées en hôpital de jour. Merci beaucoup Amélie. On va reparler de tout cela tout au long de cette émission évidemment, et notamment avec vous Annie tout à l'heure de l'enquête, un point sur l'enquête. Le temps d'accueillir Isis Ascoberetta. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être venue nous voir. Vous êtes dessinatrice et alors vous travaillez dans ce projet qui s'appelle Cartooning for Peace, où les dessinateurs essayent de... On parle de liberté de la presse forcément avec vous, et de faire découvrir un peu au monde comment... le dessin peut changer les choses. Je voudrais simplement d'abord, avec Djemila Ben Habib, qu'on parle un petit peu du rapport que l'on a désormais, nous, avec cet islamisme radical. Ce terrorisme, il a changé des choses chez nous. On a dit déjà tout à l'heure que ces attaques de Charlie et de l'Hyper Cacher avaient marqué le début d'un nouveau terrorisme, en fait, qui est arrivé en France, qui ne vous étonne pas d'ailleurs. Oui, en fait, on est passé à une étape supérieure, je dirais, à une nouvelle étape, c'est-à-dire celle d'abord de l'assassinat ciblé, politique, parce que l'équipe de Charlie Hebdo défendait quand même une posture philosophique universaliste, défendait une posture aussi politique particulière. Donc c'est d'abord cela qu'on a ciblé, c'est cet idéal aussi républicain, laïque.
Et par la suite, on a aussi attaqué donc des policiers parce que c'est des figures donc de protection de l'ensemble des citoyens. On a attaqué des juifs parce qu'ils étaient juifs. Et donc après, les assassinats se sont quelque part démocratisés. Et le terrorisme... c'est terrible. Oui, c'est terrible. Et en même temps, le terrorisme s'est répandu. Mais cette histoire n'est pas une histoire franco-française, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est une histoire, malheureusement, qui est internationale, qui a commencé très longtemps dans des pays particuliers, c'est-à-dire au Moyen-Orient, avec évidemment l'Iran et l'arrivée au pouvoir de Khomeini. Ensuite, l'arrivée des islamistes en Algérie en 1990 avec le même type de fonctionnement, c'est-à-dire d'abord les assassinats ciblés et puis ensuite les assassinats de masse. Vous en parlez d'autant plus que vous avez grandi en Algérie, c'est exact, ça, vos parents étaient algériens. Et que vous dites à l'époque c'était le Front islamique du salut, mais c'était le même principe, quoi. Oui, tout à fait. Donc c'était un mode opératoire. En fait, le mode opératoire, il est bien connu. C'est-à-dire on cible d'abord des gens donc, qui sont courageux, qui portent des idéaux, qui ont donc des convictions profondes, qui sont figures de proue aussi de certains courants d'opinion, pour tétaniser, pour semer donc la panique, la violence, pour faire taire. Pour inscrire, donc pour marquer la chape de plomb finalement. Donc c'est le silence qu'on veut instaurer, on veut faire taire par la violence. Isis Ascoberreta, on a changé notre façon de vivre du coup depuis. Vous avez changé votre façon de vivre par exemple? Alors, je vais justement dire, je ne suis pas dessinatrice de presse, je travaille dans l'association Cartooning for Peace. Donc, cela fait quelques années que je côtoie les dessinateurs de presse, qu'on en discute beaucoup sur la situation de la liberté de presse dans leur pays, parce qu'on est une association avec 147 dessinateurs de presse de 55 pays différents. Donc, c'est vrai que chaque dessinateur dans son pays vit d'une manière différente la liberté de la presse, doit faire face à différents types de censures. On a différents types d'alertes qu'on a reçues après les attentats de Charlie Hebdo. Donc nous, en tant qu'association, on continue à recevoir des alertes des dessinateurs, par exemple le dessinateur malaisien Sunar qui a encourt une peine de 43 ans de prison, des dessinateurs en Venezuela. Ce que vous voulez dire, c'est que l'électrochoc, l'abomination de l'attaque de Charlie sur la liberté de la presse, elle a fait prendre conscience à pas mal de gens, mais en fait, elle n'a pas changé tellement les choses pour ce qui concerne la liberté de la presse dans le monde. Voilà. Ouais. Je pense que la plupart des dessinateurs continuent à faire ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire s'exprimer à travers leurs dessins, continuent à faire à dénoncer tous les cas des corruptions, des censures, des scandales politiques dans leur pays. Et bien sûr, les premiers jours après les attentats, ils avaient réagi d'une manière solidaire envers leurs confrères, parce qu'il y avait beaucoup de dessinateurs qui connaissaient les dessinateurs bien entendu, de la rédaction des Charlie Hebdo. Et nous avions Tinus qui faisait partie de l'association Cartooning for Peace. Donc évidemment, les premières réactions, c'était des réactions très, très émouvantes. On était tous dans le vif des réactions. Et ensuite, ça a laissé place à d'autres manières de réfléchir sur ce qu'on allait faire dans l'association avec les dessinateurs après les attentats. Alors, on s'est posé la question 2 ans après, comment allait Charlie? On va regarder la une d'ailleurs de Charlie Hebdo qui a été publiée hier pour un numéro spécial. Enfin, le bout du tunnel. Charlie qui est toujours sur son créneau évidemment de dérision, et avec ce personnage qui regarde dans le canon d'un fusil. On est allé rencontrer Rhys, le patron de la rédaction de Charlie. Il a reçu Esther Lefebvre et il lui a fait le croquis de ce qu'est leur vie désormais. Regardez. Voilà. Dessinateur à Charlie Hebdo, aujourd'hui c'est un peu ça. C'est un gars qui dessine dans un coffre-fort. Voilà. Parce que c'est difficile d'y rentrer. Voilà. Et puis voilà. On est un peu, je dirais, enfermé à double tour une fois qu'on est dans le journal. Voilà. C'est assez terrible de voir ça. Drissa et Youssef, il faut s'y faire, ça ne changera plus. Les choses sont comme ça désormais, il faut apprendre à vivre avec. Oui, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec. Le ministre de l'Intérieur, les différents ministres de l'Intérieur qui se sont succédés ces dernières années, que ce soit Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et là récemment Bruno Le Roux, l'ont indiqué à plusieurs reprises que la menace était encore présente, trop présente, et qu'elle justifiait par conséquent de prendre des décisions comme la prolongation de l'état d'urgence. Donc oui, il faut se préparer à vivre avec, d'autant plus que les conflits qui ont d'une certaine manière alimenté le terrorisme intérieur, les conflits ne sont pas prêts de se régler, puisque quand on regarde la situation, que ce soit
en Irak, en Libye ou en Syrie, ce sont encore des conflits qui prennent encore un peu plus de dimensions selon qu'on se situe en Syrie ou en Irak. Voilà. Donc oui, il faut apprendre à vivre avec. Dans le même temps, le législateur a voté un certain nombre de dispositifs juridiques permettant justement aux policiers et aux magistrats peut-être de travailler un peu plus, d'avoir peut-être un peu plus de moyens, de renforcer les effectifs humains, permis aussi à la sécurité privée d'occuper peut-être une place un peu plus importante dans le dispositif de sécurité intérieure, à l'administration pénitentiaire de jouer un rôle un peu plus important en termes de renseignement pénitentiaire, à la DGSE d'avoir accès à des ressources un peu plus conséquentes pour pouvoir mener des investigations, faire un travail de collecte d'informations, parce que je rappelle que les informations qui sont collectées, pas simplement à l'intérieur du territoire, mais aussi à l'extérieur, peuvent nous permettre aussi de démanteler un certain nombre de réseaux terroristes comme ça a été fait. À côté de ça, on sait que ça ne sera jamais suffisant parce que le risque zéro n'existe pas, oui. Hélas. Et qu'il faut s'y préparer parce que, comme on l'a vu, hélas, l'attentat de Nice, le père Hamel qui a été assassiné, les policiers à Magnanville, ce sont aussi quelquefois des actes d'individus qui ne sont pas isolés, mais en tout cas d'individus qui sont sous le radar et qui ne sont pas forcément bien identifiés ou bien repérés par les services de renseignement intérieur, comme extérieur d'ailleurs. Alors malgré tout, Annie Bassard, depuis cette vague d'attentats et notamment depuis malheureusement le dernier en date l'été dernier, la France elle a réussi quand même à déjouer un certain nombre d'attentats. C'est-à-dire que tout cet arsenal dont on vient de parler, il sert à quelque chose. Oui, effectivement. Alors ce qu'il faut surtout rappeler, c'est que c'est véritablement devenu un objectif pour l'État de renforcer l'arsenal juridique, mais également tous les moyens liés au renseignement. Alors plusieurs textes de loi ont été adoptés, notamment la loi du renseignement le 24 juillet 2015. Cette loi, elle donne un cadre légal, cohérent et complet aux activités des services du renseignement. Et puis, il faut le rappeler, surtout, il y a l'état d'urgence depuis le 13 novembre 2015. Et là, ça change beaucoup la donne. Ça autorise notamment les perquisitions administratives avec un officier de police judiciaire, mais également le ministre de l'Intérieur peut assigner à résidence toute personne qui pourrait apparaître comme dangereuse pour la sécurité publique. Et donc ça peut permettre de faire avancer les choses. Djamila Benabi, vous disiez, après Charlie, vous disiez réveillez-vous. Réveillez-vous, ça veut dire quoi? Déjà, à qui vous vous adressez? Et puis, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites réveillez-vous? Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? En réalité, on est face à un danger qui est terrible et qui nous menace collectivement, qui menace nos libertés. La première liberté qu'on a, c'est de pouvoir vivre dans un pays en toute sécurité. Je ne parle même pas de la possibilité d'exprimer nos opinions. Ça vient après. Or, cette simple liberté aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait acquise. Puisqu'on voit se déployer quand même un arsenal policier important et même une nouvelle façon d'appréhender le judiciaire. Et donc, la conséquence première, c'est qu'on a une nouvelle façon de vivre, on a une nouvelle façon d'appréhender donc, le faire société ensemble. Et par conséquent, nommer l'ennemi, c'est-à-dire une idéologie bien précise qui se nourrit d'abord et avant tout d'idées, parce que c'est l'idéologie de l'islam politique qui a d'abord donc nourri la tête des frères Kouachi, puis ensuite ils sont passés à l'acte. Donc toujours lier donc cette idée à l'acte me paraît d'abord essentiel pour essayer de comprendre la nature profonde de ce mal qui est le totalitarisme islamiste qui veut verrouiller l'ensemble de nos libertés. Alors écoutez ce qui se passe boulevard Richard Lenoir, donc dans le 11e arrondissement. C'est là qu'avait été tué le policier Ahmed Merabet. Dans l'accomplissement de son devoir, va débuter. Garde à vous. Dépôt de gerbe de l'équipe de Charlie Hebdo. Dépôt de gerbe de M. Bruno Leroux, ministre de l'Intérieur,
représentant le gouvernement, et de Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Mesdames et messieurs, en mémoire du policier Ahmed Merabé, assassiné en ce lieu le 7 janvier 2015, victime du terrorisme, dans l'accomplissement de son devoir, nous vous invitons à observer une minute de silence. Nous vous remercions. La cérémonie est désormais terminée. Voilà, donc cette cérémonie dans le 11e arrondissement de Paris, boulevard Richard Lenoir. Un hommage à Ahmed Merabet, Ali Bassar. On rappelle ce jeune homme qui était policier. Effectivement, un policier de 41 ans. Il était policier dans le 11e arrondissement de Paris. Alors on le sait, Ahmed Merabet a été froidement abattu. D'abord blessé, puis froidement abattu par les frères Kouachi lors de leur fuite quand ils sont sortis des locaux de Charlie Hebdo. Et ce jour-là, eh bien, c'était le deuxième policier qui a été abattu, puisqu'il y avait également Franck Brinsolaro qui était le policier chargé de la protection de Charles ce jour-là. Oui, c'est ça. Alors, cette journée horrible, évidemment, tout le monde s'en souvient, bien entendu. Vous étiez une amie de Charb, vous le connaissiez bien. Est-ce que on a beaucoup parlé de l'esprit Charlie après, donc avec cette manifestation du 11 janvier, avec ces images qui étaient extrêmement émouvantes, évidemment. Est-ce que vous avez le sentiment que cet esprit du 11 janvier et tous ces enseignements qu'on avait tirés, nous tous Français, de cette tuerie, on les a gardés 2 ans après ? En fait, moi, je dois dire que la France a affiché beaucoup de dignité d'abord dans la façon de vivre sa douleur, parce que c'est en effet, c'est une douleur qui doit se vivre individuellement, mais aussi collectivement. Donc moi, je me souviens, dès le 7 janvier, par exemple, cette rencontre à la place de la République, où là, en fait, on n'avait aucune information exacte sur ce qui s'était passé durant la journée. Puis tout le monde, en fait, s'est rué sur cette place pour dire tout simplement un mot de tendresse à l'égard de cette rédaction qui a été totalement décimée, en grande partie, ce jour-là. Donc ça, c'est une grande leçon, je pense, de dignité que les Français ont donné au monde. Et c'est pour ça que le monde a voulu aussi se réunir quelques jours plus tard. On a vu tous ces souverains d'ailleurs se disputer pour venir saluer la mémoire de ceux qui étaient partis. Mais cela étant, ça ne règle pas le problème. Je veux dire, on est face à un danger qui est complexe et on doit poser des gestes. Et ceux qui doivent poser des gestes, ce sont bien entendu les États, d'abord et avant tout, avant les individus. Et donc, il faut sortir des ambivalences, il faut sortir des incohérences, il faut avoir des relations, disons, décentes avec les États démocratiques et être plus ferme sur les principes, s'agissant des pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar ou les autres pays qui soutiennent le terrorisme, on le sait, d'une façon ouverte. Il va falloir quand même faire un peu le ménage, parce qu'il y a un lien à faire entre ce qui se passe là-bas, malheureusement, et ce qui se passe ici. Bien entendu. Donc on va continuer à se parler de tout ça. On va peut-être aller voir Amélie Carouer d'abord, qui assiste à ces hommages. Amélie, et 2 ans après, on voit encore énormément d'émotions. L'émotion est extrêmement toujours très vive. 2 années après ces attentats de Paris, c'est ici que la France a basculé dans l'horreur. C'était le 7 janvier précisément. L'hommage à Ahmed Merabet se poursuit. On le rappelle, ce policier de 41 ans qui patrouillait à vélo et qui a fait face aux frères Kouachi qui étaient en fuite. Il venait, il y a quelques minutes plus tôt, de décimer la rédaction de Charlie Hebdo. Ahmed Merabet est alors blessé, puis tué sur le trottoir d'en face. L'hommage devait être rendu
perdu juste derrière nous. Nous sommes un peu tenus à distance, il faut l'expliquer pour une raison très simple, c'est que les familles de victimes, toujours extrêmement touchées, ne souhaitent pas être filmées. Bien sûr, nous respectons cette volonté. Donc cet hommage, il est très sombre, vous l'avez vu sur les images, dépôt de gerbes, minutes de silence en présence de la maire de Paris, Anne Hidalgo, du ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, encore de la ministre en charge de l'aide aux victimes, Juliette Méadel. Cette délégation, elle a commencé la série d'hommages un peu plus tôt devant la rédaction de Charlie Hebdo, en présence de membres de la rédaction et de familles de victimes. Si la série d'hommages a débuté là-bas, c'est que c'est là-bas que l'horreur a débuté. On rappelle les faits, 11h30 du matin, les frères Kouachi, habillés de noir, cagoulés, s'introduisent dans la rédaction, alors en conférence. Et ils tirent, ils tuent 8 collaborateurs du journal, 5 dessinateurs, mais aussi le garde du corps Franck Boinsolaro et l'agent de maintenance Frédéric Boisseau. Cet hommage, il est fort, il est émouvant, l'émotion toujours très vive. D'ailleurs, on en reparlera, mais nous nous sommes entretenus avec le maire de son 11e arrondissement qui est rapidement arrivé sur les lieux. Il se souvient parfaitement de cette journée, des familles qui sont arrivées, qui se demandaient si leurs proches étaient toujours en vie ou mort, et il s'en est souvenu avec beaucoup d'émotion. Il nous en reparlera, il sera notre invité dans quelques minutes. Pour lui, c'est vraiment le jour, le moment où la France a perdu de son insouciance. Peut-être juste vous préciser pour quelles raisons ces cérémonies elles ont lieu aujourd'hui, le 5 janvier et non le 7. Pour une raison très simple, c'est que samedi, ce sera Shabbat, et le 9 janvier, lundi, c'est le jour du bouclage de Charlie Hebdo. Et puis finir avec cette information, selon nos informations, 3 personnes, 3 victimes, 2 années après les attentats de Paris, sont toujours hospitalisées en hôpital de jour. Merci beaucoup, merci Amélie Carrouard qui disait à l'instant la France a perdu son insouciance. On va peut-être jeter un œil à des dessins que vous nous avez amenés, Isis. Merci beaucoup parce que c'est vrai que peut-être que ça se passe aussi dans les écoles. Enfin, je sais que Plantu, par exemple, qui fait partie de cette association, va beaucoup dans les écoles pour essayer d'expliquer aux enfants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'on voit à l'antenne, là, les nouvelles limites, on peut rire de tout, mais pas de Charlie Hebdo. Voilà, c'est un dessin qui avait fait il y a 2 ans un grand dessinateur suisse qui nous a quittés malheureusement l'année dernière, Mixer MX. Donc lui, il s'est posé déjà la question, une question qui revient très souvent et qui est posée aux dessinateurs, quelles sont les nouvelles limites après les attentats de Charlie Hebdo? Et donc lui, il répondait justement, voilà, n'est pas se moquer des Charlie Hebdo. Cet autre dessin des Chimulus, qui est aussi un dessinateur français qui nous a quittés l'année dernière. Décidément, on a perdu des grands dessinateurs l'année dernière. Et c'était un dessin coup de gueule, justement, quelques jours après les attentats, dans lesquels on voit ces dessinateurs qui arrivent dans cette rédaction, on imagine les jours J, où ils demandent, voilà, en fait, les dessinateurs, ça vous intéresse que quand ils sont morts. Et voilà, c'était un peu une réaction parce que c'est vrai que les dessinateurs avaient été mis sur le projecteur quelques jours après les attentats un peu partout dans le monde et que avant, malheureusement, les attentats, on ne leur prêtait pas beaucoup d'attention. Alors, Djamila Benabi, on vous a entendu assez ému tout à l'heure quand on évoquait Charb. On est allé interviewer le directeur de la rédaction, Rhys, qui nous dit qu'il faut vivre avec le souvenir. Alors, qu'est devenu le ton Charlie? Écoutez cette interview donc de Rhys avec Esther Lefebvre. Voilà ce qu'on peut leur dire. Ce qu'on peut leur dire à ces jeunes qui voudraient faire le djihad, lisez plutôt Charlie Hebdo. C'est plus rigolo et c'est moins dangereux. Voilà, c'était le sujet. Je voulais en reparler un petit peu après, mais on va l'aborder avec vous. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on dit à ces jeunes qui sont tentés par le djihad? Alors évidemment, Rhys, il répond avec ses armes en disant, on leur dit de lire Charlie Hebdo, c'est plus rigolo et c'est moins dangereux. Mais tous ces jeunes, on a parlé en première partie tout à l'heure de ces jeunes qui soit ont accompagné leurs parents en Syrie, en Irak et qui reviennent en France, ou ces jeunes qui sont embrigadés même en France, même sans être partis sur un théâtre d'opération. Est-ce qu'on fait vraiment tout sur la déradicalisation? Est-ce qu'on peut d'ailleurs faire quelque chose sur la déradicalisation? Oui, vous posez une bonne question. Le premier, c'est Amélie Coulibaly, qui ne s'est jamais rendue dans un théâtre d'opération terroriste extérieur et qui a assassiné des Français de confession juive. C'est l'un des frères Kouachi qui également ne s'est jamais rendu dans un théâtre d'opération extérieure et qui a commis des attentats absolument atroces. On a une vraie difficulté dans notre pays qui n'est pas forcément la même que dans d'autres pays d'Europe. C'est-à-dire que c'est le nombre assez conséquent de jeunes Français nés sur le territoire de la République et qui sont partis faire le djihad. Et vous posez la question de la radicalisation, c'est bien en amont de la déradicalisation.
C'est-à-dire que la radicalisation, on arrive dans un processus qui est presque en fin de processus. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je pense qu'on n'a toujours pas tiré les leçons, même avec un arsenal juridique globalement assez conséquent qui va renforcer les pouvoirs à la fois de l'autorité judiciaire et de la sécurité, mais globalement en direction de la jeunesse, on n'a toujours pas compris aujourd'hui ce qui, sans donner d'ailleurs des excuses, mais ce qui fait qu'on a quand même une partie de la jeunesse de notre pays qui affiche aujourd'hui des velléités terroristes qui sont absolument, une idéologie qui est mortifère, alors que pour un certain nombre d'entre eux ne se sont jamais rendus, encore une fois, dans des tas d'opérations extérieures. Il faut le comprendre. Il faut aussi comprendre pourquoi aujourd'hui les mosquées les plus radicalisées sont tenues par des jeunes, pourquoi aujourd'hui les plus gros, entre guillemets, clients, aujourd'hui les plus gros détenus, le contingent de détenus, ce sont des jeunes, et qu'on a aujourd'hui une vraie difficulté par rapport à notre jeunesse à laquelle on ne sait pas encore bien répondre. C'est ça qui est assez étonnant quand on regarde tout ça, c'est qu'en fait, ces djihadistes, on parle de jeunes, on ne parle pas de djihadistes de 50, 60 ans. Et paradoxalement, quand vous regardez le mouvement depuis maintenant plus d'une, peut-être 20-30 ans, c'était la première génération, si on parle génération... on avait ces tirailleurs marocains, sénégalais, maliens qui sont venus pour libérer la France avec un idéal, des musulmans qui vraiment avec un idéal de la libération de la France. L'autre génération venue participer à la reconstruction de la France, qui sont nos parents, nos grands-parents, qui ont toujours respecté les lois de la République, ont accepté, bien évidemment, avec un islam qui était parfaitement soluble dans les valeurs de la République. La génération ni pute ni soumise, la marche des beurs en 81, on revendique des droits, on veut s'impliquer davantage dans la vie politique, dans la vie sociale de notre pays, et aujourd'hui un formidable retour en arrière avec une partie de cette jeune génération dont on aurait pu dire qu'elle aurait pu encore accompagner encore un peu plus ce mouvement d'émancipation qui revient totalement en arrière, et une défiance vis-à-vis de la puissance publique, vis-à-vis de tout ce qui peut représenter la liberté d'expression, les libertés d'une manière générale. Et c'est une régression qui est absolument insupportable. Mais qui est insupportable, mais qui est due à quoi? Tout à l'heure, on parlait de ce besoin pour les jeunes d'appartenance à un groupe. Est-ce que c'est ça? Alors, on prenait l'exemple, par exemple, du service militaire ou de l'équipe de foot ou de l'association de quartier ou des jeunes qui sont un peu en déshérence et qui ont besoin de se sentir appartenir à un groupe et donc de se sentir important et indispensable à un groupe. C'est le sentiment d'appartenance à une nation. C'est d'abord ça. Et aujourd'hui, chez une partie de cette génération, d'ailleurs, pas forcément que quand vous prenez les manifestations d'anarchistes où on avait tenté de brûler des policiers dans le véhicule, ce sont des jeunes. Récemment, dans l'Essonne, on a tenté, une fois encore, on a caillassé des policiers, on a tenté de s'en prendre à des policiers. C'est une partie de la jeunesse qui rejette totalement, finalement, ce qui peut représenter l'autorité. Après, à côté de ça, c'est aussi en termes de projet. Quand je parle d'appropriation, de sentiment d'appartenance à une nation, c'est qu'est-ce que ça renvoie derrière en termes de projet un peu plus personnel. Oui, c'est ça. Et donc, de focaliser un arsenal, que le politique se focalise sur augmenter les effectifs, augmenter tout ce qu'on peut le faire, mais ça ne règle pas un problème qui est un problème de fond, qui est un problème de société. C'est pas un problème comptable, en fait. Vous pouvez mettre de l'argent, vous pouvez abonder le budget de l'armée, des armées, vous pouvez abonder n'importe quel budget, ça ne réglera pas le problème. Et d'ailleurs, le premier signal que les politiques n'ont pas forcément bien identifié, ce sont les émeutes de novembre de 2005. Et on a opéré, et on a constaté une espèce de basculement, probablement parce qu'à l'époque, un certain nombre de politiques aussi avaient abandonné peut-être le territoire à d'autres organisations, un peu avec d'autres ambitions derrière, et ce qui fait qu'on a aujourd'hui le remplacement dans un certain nombre de quartiers, d'associations de quartiers, d'ados de voix, par d'autres associations qui ont des objectifs qui sont pas très, qui sont incompatibles avec les valeurs de la République, disons-le franchement. Et pas tout ce que fait le politique aujourd'hui, mais on a aussi le sentiment, moi qui regarde ça d'un œil un peu juridique, on a le sentiment que c'est pas très cohérent et ça donne un peu de désorganisation. En fait, c'est ça que vous dites. Oui, prenons l'état d'urgence. Alors on aime bien mettre en avant l'état d'urgence dans notre pays. Oui, ça répond à une circonstance qui est très particulière, c'est vrai. Mais à côté de ça, quand on regarde le vrai bilan de l'état d'urgence, il n'est pas aussi extraordinaire qu'on voudrait bien le montrer. Et je conteste les chiffres qui sont aujourd'hui posés. Les réseaux aujourd'hui qui sont démantelés, les personnes qui sont appréhendées et mises en détention provisoire en attendant de leur procès, elles sont faites dans le cadre d'une instruction qui est diligentée par la C1,
qui est le parquet antiterroriste, donc une information judiciaire et des enquêtes diligentées par la DGSI et non pas la sécurité publique qui agit sur le volet avec l'autorité du préfet, donc l'autorité administrative, dans le cadre de l'état d'urgence. On prend quelquefois des initiatives qui sont, j'ai envie de dire, qui vont pas forcément dans le bon sens. Prenons une dernière initiative. C'est à rassurer, en tout cas. Oui, elle sert effectivement à rassurer, mais ce dont les Français, ce qu'attendent les Français, c'est qu'on règle le problème. Oui. Et je prendrai une dernière initiative, c'est celle, je me suis entretenu avec un certain nombre de parlementaires et de ministres sur cette initiative, sur la fermeture des lieux de culte. Oui, il ne faut pas laisser un islam radical salafiste s'emparer de nos mosquées, mais à côté de ça, c'est pas les mosquées qu'il faut fermer, ce sont les individus qu'il faut soit emprisonner, soit renvoyer chez eux à partir du moment où ils tiennent des propos qui sont incompatibles avec les valeurs de la République. C'est surtout qu'il ne faut pas fermer les mosquées, mais qu'il faut proposer des mosquées ouvertes. Sauf que quand vous fermez les mosquées, vous revenez dans une situation antérieure qui est de favoriser des mosquées dans des caves. Et là, vous laissez la possibilité à n'importe quel individu, dans la discrétion, de faire un travail. Il faut proposer une offre. Ça fait partie quelquefois des orientations politiques qui ne sont pas tout à fait cohérentes. Jamila Benhabi, vous êtes d'accord avec toute cette analyse ? Oui, en partie. En fait, moi, je suis d'accord pour dire qu'il y a une grande schizophrénie dans le traitement, en fait, de l'islam politique de façon générale. C'est-à-dire que dès lors qu'on s'interdit de nommer le mal, dès lors qu'on prend des gants avec des gens qui vont jusqu'à assassiner des personnes, eh bien, il y a un malaise. Nos concitoyens ne comprennent pas pourquoi il y a un manque de fermeté de la part de la République et surtout un manque de cohérence. C'est-à-dire que si on s'engage dans la lutte contre le terrorisme, j'ai envie de dire, allons-y à fond. Et commençons par le commencement, c'est-à-dire par s'attaquer à l'idéologie de l'islam politique. Donc ces jeunes, ils sont travaillés au corps dans les quartiers par des prédicateurs qui, eux, sont la courroie de transmission, bien souvent, des politiques. Et donc les politiques entretiennent des relations ambiguës. Et c'est ça, en fait, le grand danger, le grand malaise, il est là. C'est-à-dire... ce que vous voulez dire, on en avait parlé avec un certain nombre de maires de banlieue, on s'est un peu acheté la paix sociale, quoi. En fait, on a cru acheter la paix sociale. Et en fait, on n'achète rien, finalement. Alors, on va partir dans le 12e arrondissement, dans le 20e arrondissement, aux côtés de Marie Belot, puisque le prochain hommage de cette délégation que vous avez vu tout à l'heure sera évidemment pour les victimes de l'hypercachère. C'était à la porte de Vincennes, Marie. Oui, nous sommes porte de Vincennes et effectivement à quelques mètres, à une centaine de mètres de l'hypercachère. Ici, tout le périmètre a été sécurisé par la police et une fois encore, c'est une cérémonie en toute intimité qui va avoir lieu ici. Les familles des victimes souhaitent se recueillir à l'abri des caméras et c'est pour cette raison que nous sommes assez éloignés de l'hypercachère. Alors je vous le rappelle, le 9 janvier 2015, Hamedi Koulibaly pénètre à l'intérieur de ce supermarché armé de kalachnikov et de pistolets et il tue d'abord 3 hommes, puis il prend en otage 29 personnes à l'intérieur de ce magasin et c'est pendant cette prise d'otage de plusieurs heures qu'il abat sa 4e victime. 4 hommes de religion juive ont été tués ici le 9 janvier 2015. Alors la délégation composée de la maire de Paris, Anne Hidalgo, du ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux et de la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, Juliette Médel, ne devrait plus tarder à arriver. Ça va être une cérémonie, encore une fois, très courte, un dépôt de gerbe, 1 minute de silence. Mais ici, le 9 janvier, 2 ans tout pile après l'attentat de l'hypercachère, il y aura une nouvelle cérémonie d'hommage organisée par le CRIF. Marie Belot, donc à côté de l'hypercachère, avec Louis Sibyl pour les images. Il y a une victime dont on parle peu, mais pour laquelle une fresque a été établie. C'est Clarissa Jean-Philippe, qui était policière municipale. Elle a été tuée. La première victime d'Hamedi Koulibaly, c'était à côté d'une école. Il allait manifestement attaquer une école. On va écouter Patrick Pelou, qui est un ancien de Charlie, vous connaissez bien évidemment, et qui était là au moment où cette fresque a été établie. Regardez. Pour moi, elle représente l'engagement à l'égard de la République, de quelqu'un qui a donné sa vie pour sauver les enfants d'une école, parce qu'on sait maintenant qu'il allait attaquer l'école juive à côté. Donc elle a donné sa vie pour les 3 couleurs de ce que représente notre République. Elle représente plein de choses et elle représente toutes ces personnes qu'il ne faut pas oublier parce qu'ils ne font
ce sont les victimes dans leur ensemble, il ne faut pas les oublier, il ne faut oublier personne. C'est un travail de mémoire. Et ça veut dire qu'il faut construire les valeurs de la République, les valeurs de la laïcité, et c'est construire ça tout le temps. C'est pour ça que quand les artistes font des œuvres pour ne pas oublier, je crois que c'est important de les aider. On a tendance un peu à... La commémoration n'est pas un acte facile. Il ne faut pas que ça soit un acte technocratique pour dire voilà, on fait la commémoration. Il faut se souvenir du drame que ça a été, de ce que ça a apporté et de toute cette énergie que ça entraîne. Il faut la mettre dans le présent et dans le futur pour dire qu'il faut continuer. Il faut continuer à être ensemble, continuer à avoir une République tolérante, une République qui inclut toutes les personnes dans leur ensemble, dans les valeurs de la République, dans les valeurs de la laïcité, et combattre l'intégrisme religieux sous toutes ses formes. Moi, ça n'a pas d'importance de savoir comment je vais en fait, parce qu'on est dépassé par notre simple importance personnelle. Il faut que ça continue, il faut que Charlie Hebdo continue, que l'Hyper Cacher continue à faire du commerce, il faut continuer, que la salle du Bataclan rouvre, que les cafés, les restaurants, sortir, faire vivre notre civilisation. C'est ça qui est important. L'individu, il est emporté par cette quête d'ensemble qui est la plus importante. Et c'est là où on s'aperçoit que la culture, l'art, est absolument fondamental. Parce que c'est ça qu'il vise aussi. Hein. On tient parce qu'il y a la culture, parce qu'il y a les gens, parce qu'on est porté par l'objet commun. C'est l'objet commun qui fait tenir. Charlie va bien et Charlie est en vente et c'est ça qui est formidable. Il y a un nouveau Charlie Hebdo et voilà, c'était trop difficile d'écrire sans ceux qui sont partis. Voilà, il n'y a rien contre qui que ce soit. Il y a juste que c'était impossible de continuer sans ceux qui ont été assassinés, quoi. Voilà, Patrick Pelloux qui évidemment est encore très très marqué par ces attaques. On va revenir dans une seconde sur ce qu'il disait notamment sur la laïcité avec vous, Djamila, si vous le voulez bien. Simplement, Annie Bassar, on va parler un peu de Clarissa Jean-Philippe, donc qui a été la première victime d'Amédi Coulibaly. Oui, une jeune policière de 25 ans, originaire de Martinique, de Sainte-Marie. Elle était rentrée voir sa famille finalement en Martinique quelques jours plus tôt. Elle était revenue à Paris le 27 décembre et donc c'est arrivé le 8 janvier. Elle est donc la première victime d'Amédi Coulibaly, donc ce multirécidiviste délinquant qu'on a connu ce jour-là au grand public. Et Clarissa Jean-Philippe, eh bien, c'était une jeune femme de 25 ans qui était très appréciée de ses collègues. Ça a évidemment beaucoup secoué les policiers à Paris. Clarissa Jean-Philippe, qui est donc, vous l'avez dit, la première victime d'Amédi Coulibaly, qui en fera d'autres à l'Hyper Cacher, 4 autres victimes, Philippe Braham, Johan Cohen, Yoav Attab et aussi François-Michel Saada. Et elle a empêché en fait un attentat. On l'a appris après ce que dit Patrick Pelloux. Hein. C'est que manifestement une école était visée quand même. Alors voilà, ça fait partie des zones d'ombre de l'enquête. On ne sait pas vraiment si Amédi Coulibaly avait l'intention d'aller dans cette école juive. Ça fait partie des zones d'ombre de l'enquête. Il y en a beaucoup d'autres. Mais finalement, c'est l'une des pistes privilégiées 2 ans après l'attaque. On se reparlera de l'enquête un peu plus longuement tout à l'heure. On attend pour le moment l'hommage aux victimes de l'Hyper Cacher, donc à la porte de Vincennes, dans le 20e arrondissement. Le cortège des officiels est en train d'arriver sur place, donc on vous montrera l'image évidemment en direct. Djamila Ben Habib, sur ce que disait tout à l'heure Patrick Pelloux, et notamment sur la laïcité. Je voudrais savoir, moi, si la France est toujours malade de sa laïcité, si elle n'est pas même plus malade qu'avant. Malade, non, je ne sais pas, mais en tout cas ciblée par la barbarie islamiste, certes, parce qu'elle incarne un idéal. En fait, c'est le pays qui a poussé le plus loin possible la séparation des pouvoirs politiques et religieux. Donc, on a désacralisé le religieux. Or, les islamistes ne l'entendent pas de ce point de vue. Donc, forcément, pour eux, rire du prophète, eh bien, ça ne se fait pas. Or, nous sommes dans une république laïque. Les normes ne sont pas établies par les intégristes. Du moins, je l'espère. Et donc, les normes sont établies par l'histoire que l'on a tissée collectivement. Et on a décidé collectivement eh bien, de désacraliser les dieux. Et donc, ils ont du mal, finalement, à digérer cette façon de vivre. Et donc, c'est pour ça qu'ils s'attaquent à cet idéal-là. Parce que sacraliser Dieu, c'est aussi sacraliser en quelque sorte le politique. C'est sacraliser les souverains qui se disent
encore aujourd'hui descendants de la sacralité au Moyen-Orient, dans le Maghreb, enfin tous ces dictateurs qui aujourd'hui, sous couvert donc de la sacralité, se maintiennent au pouvoir. Donc il y a en quelque sorte une fusion entre les deux. Donc la France continue de défendre cet idéal républicain universaliste et se pose en modèle dans le monde. Isis Escobereta, j'imagine que cette laïcité, ça fait partie des messages que les dessinateurs de Cartooning for Peace essayent de faire passer. J'ai vu que Charlie allait ouvrir en Allemagne d'ailleurs. Oui. Comment est-ce que cette notion de laïcité, par exemple, elle est expliquée aux enfants, par exemple, puisque c'est vrai qu'on parle beaucoup de la jeunesse depuis tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer aux enfants ? Alors justement, dans l'association de Cartooning for Peace, depuis près des 3-4 ans, on fait des ateliers dans les écoles avec des dessinateurs de presse. Et c'est vrai qu'après les attentats de janvier, nous avons reçu beaucoup d'appels des établissements scolaires parce que les professeurs étaient justement un peu démunis devant leurs élèves qui étaient des fois Charlie, des fois ils n'étaient pas Charlie, des fois ils avaient tenu des propos un peu violents. Et donc ils avaient besoin justement d'avoir un dessinateur qui vient déjà parler de son travail, la manière dont il travaille, montrer ses dessins, aussi apprendre aux élèves comment on lit un dessin de presse, parce que c'est pas toujours évident de comprendre un dessin au premier de presse. degré systématiquement, oui, bien sûr. Et donc c'est une des actions qu'on mène à l'association. On a commencé à former les dessinateurs depuis l'année dernière, justement pour que eux ils puissent aussi avoir des outils pour pouvoir intervenir dans les établissements scolaires. Et depuis peu aussi, on a commencé à faire des ateliers dans les prisons. Ah oui, vous faites des ateliers avec les dessinateurs aussi dans les prisons. Pendant que vous parliez, on voit ces images de l'hypercachère, là où on attend donc les officiels. Comment est-ce que ces dessins n'ont pas permis aussi, on va revenir 2 ans en arrière, mais d'expliquer ces attentats aux enfants? Parce que c'est vrai qu'on s'est tous posé la question, on a des enfants, on s'est tous posé la question, comment j'en parle à mon enfant, comment est-ce que j'aborde le sujet? Et finalement, ces dessinateurs sont morts pour ce qu'ils étaient, et puis peut-être qu'ils auront permis du coup aussi d'expliquer aux enfants ce qu'étaient ces attentats, quoi. Oui, alors d'après ce que nous on a recueilli dans les établissements scolaires, c'est vrai que les élèves au début ils avaient un peu peur de parler parce qu'ils s'étaient rendus compte que s'ils exprimaient un sentiment de non je ne suis pas Charlie, ou ils l'ont bien cherché, ils avaient tout de suite une barrière. Donc ce que nous on a essayé de leur expliquer, surtout les dessinateurs, c'est on a le droit de parler, on a le droit de s'exprimer, mais aussi il faut avoir des arguments, il faut savoir pourquoi on dit les choses. Savoir expliquer pourquoi on dit les choses. On va partir dans le 11e arrondissement aux côtés d'Amélie Carwer, parce que vous êtes avec le maire de l'arrondissement, Amélie, qui était bien entendu arrivé très vite sur les lieux il y a 2 ans. Exactement, nous sommes avec François Vauglin, maire du 11e arrondissement, sur le lieu où a été rendu il y a encore quelques instants l'hommage à Ahmed Merabé, le policier tué il y a 2 ans. François Vauglin, vous avez assisté à cet hommage à Charlie Hebdo, et ici, on l'imagine encore une fois, l'extrême émotion. Bien sûr, c'est beaucoup d'émotions, ça remue des souvenirs qui sont encore relativement frais. Les familles étaient présentes, le gouvernement, la maire de Paris, et donc tout le monde a déposé ces gerbes. Je crois que c'est important de faire ce travail de mémoire. Nous sommes aujourd'hui dans la mémoire, ça fait partie de ce que nous sommes, de ce qu'est notre ville, et il est important de se rappeler qu'ici, des hommes et des femmes sont tombés pour défendre la liberté. La liberté d'écrire, la liberté de la presse, la liberté de penser. Je pense notamment aux Juifs qui ont été abattus à Hypercacher parce qu'ils étaient Juifs. Et puis ceux qui défendent la liberté, c'est-à-dire les policiers, ils sont là pour défendre nos libertés. Et Ahmed Merabé, ici même, a été abattu parce qu'il défendait ceux qui font exercice de la liberté. C'est donc beaucoup d'émotions. François Vauglin, vous évoquiez ce qui reste de ces attaques il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous en gardez de cette journée? Vous êtes arrivé très vite sur place et vous étiez vraiment en première ligne pour vivre ces instants terribles. Bien sûr, oui. J'ai accueilli ici même la maire de Paris, le ministre de l'Intérieur, le président de la République, enfin tout le monde ayant été sur place très rapidement.
C'est sûr qu'aujourd'hui, on se rappelle ce que nous avons vu à ce moment-là, et c'était des heures terribles, horribles. Il faut dire ce qui est. Je pense qu'il est important aujourd'hui de garder le plaisir qu'on peut avoir de vivre ensemble, de rester fidèle à nos valeurs, la liberté évidemment, et de défendre tout cela, parce que sinon le terrorisme nous transformerait et nous ne voulons pas cela. Comment parler de l'après, François Vauglin? Comment a été vécu l'après ici? Juste en quelques mots, vous parliez hier d'une insouciance qui a été perdue. Oui, c'est vrai que cette liberté d'aller, de penser, de vivre en totale liberté a été attaquée. Et donc c'est cette insouciance qui faisait la marque de Paris, de ce quartier du 11e arrondissement, c'est vrai, qu'il y a un petit peu moins d'insouciance. Mais néanmoins, il y a toujours cette volonté farouche des habitants qui est de continuer à vivre ensemble, d'être bien ensemble, d'apprécier l'autre dans ce qu'il est différent. Et de ne pas rechercher l'uniformité, ce que veulent les terroristes d'ailleurs, hein. Ils veulent que tout le monde soit pareil, et c'est important que nous soyons là pour commémorer cela, pour montrer que nous n'avons pas oublié. Cela fait partie de notre histoire aujourd'hui, mais ça ne nous empêche pas d'aller de l'avant, et c'est ça l'essentiel. Je vous remercie François Vauglin, maire du 11e arrondissement, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci beaucoup, merci Amélie. Donc depuis le 11e arrondissement, dans le 20e arrondissement, hommage donc aux victimes de l'hypercacher. Nous sommes, les caméras de télévision sont tenues à distance d'ailleurs pour respecter l'intimité évidemment des proches des victimes. Pour cet hommage, donc vous le disiez tout à l'heure, Annie Bassard, 4 morts dans cette épicerie juive. On va peut-être faire un petit point sur l'enquête du coup ensemble. Est-ce qu'on sait désormais qui a donné l'ordre de ces attaques ou pas? Alors oui, on connaît le commanditaire, mais surtout, une enquête avait été ouverte très rapidement après les faits pour comprendre certaines zones d'ombre, et notamment les liens entre Cherif et Saïd Kouachi. Ça, on le sait, ce sont 2 frères, mais également avec Hamedi Koulibaly. Et l'enquête, elle se concentre notamment sur le passé de ces 3 hommes qui ramènent à une filière, la filière des buts de Chaumont, une filière qui avait été démantelée en 2005, une filière qui permettait d'envoyer des combattants rejoindre notamment l'Irak dans les années 2000, donc une filière qui avait été démantelée. Hamedi Koulibaly, on le sait, est un délinquant multirécidiviste qui avait rencontré Cherif Kouachi en prison à Fleury-Mérogis en 2005, et on le sait désormais. L'enquête l'a su très rapidement. Ils étaient restés en contact. En 2014, ils avaient échangé plusieurs centaines d'appels et de SMS, mais la justice n'avait jamais réussi à voir le contenu de ces conversations. Alors, ces 2 hommes, Cherif Kouachi et Hamedi Koulibaly, s'étaient rencontrés le 6 janvier. On le sait également, c'est Koulibaly qui avait fourni l'arme donc aux frères Kouachi. Ils disposaient d'un important arsenal. Et puis, il y a également une autre piste, un réseau en Belgique qui intéresse beaucoup les enquêteurs. Ils soupçonnent Hamedi Koulibaly d'avoir échangé une voiture, une Mini Cooper, contre des armes. Mais cette piste, elle s'arrête là pour le moment. Et aujourd'hui, en France, 7 hommes, des proches d'Hamedi Koulibaly, sont toujours mis en examen, dont 6 écroués. Dont 6 écroués. Drissa et Youssef, comment la justice, elle absorbe d'ailleurs ces affaires de terrorisme? Parce que depuis 2 ans, je le disais tout à l'heure, 240 victimes à peu près sur le sol français. Les attaques se sont multipliées tous les 6 mois quasiment. Comment la justice, elle absorbe tout cela? Alors elle absorbe tout ça au travers les affaires sont centralisées au parquet, c'est le C1, c'est le parquet antiterroriste avec un renfort de magistrats instructeurs, parce que ce sont des informations judiciaires, et puis ensuite après elles sont quelquefois déléguées là en région, si on parle à Nice, avec la police judiciaire, la DGSI qui mène des enquêtes. Ce sont des enquêtes assez longues parce que, comme vous le savez, ces terroristes se sont entourés quand même d'un luxe de précaution si on parle de la relation entre à la fois Saïd Kouachi, dont on suppose qu'il a fait un tour au Yémen, à Oman, et dont il lui-même a revendiqué d'une certaine manière l'attentat de Charlie Hebdo par un commanditaire au Yémen, qui a été d'ailleurs neutralisé quelques temps après par une frappe des États-Unis conjointement avec les forces françaises, et Hamedi Koulibaly, beaucoup d'échanges de SMS avec beaucoup de téléphones portables. Donc ce qui rend à la fois, j'ai envie de dire, l'enquête extrêmement difficile. L'enquête est extrêmement difficile pour remonter éventuellement à d'autres contacts, pourquoi pas en Belgique ou ailleurs.
Par ailleurs, le financement de ces opérations, et c'est là aussi pour bien comprendre le travail des magistrats instructeurs, pour essayer de comprendre qui finance, là en l'occurrence les informations dont on dispose sur ces 3 terroristes, ce sont des financements dont on dit que ce seraient des financements de proximité, avec d'une certaine manière un financement qui n'a pas dépassé les 30 000 € pour les attentats de l'épicerie cachère, Charlie Hebdo et les assassinats de la policière. Le financement de proximité, ça veut dire quoi? Les financements de proximité, ce sont des financements, par exemple, on sait qu'Amélie Koulibaly a falsifié avec son épouse des bulletins de salaire pour obtenir des crédits à la consommation. Les frères Kouachi ont eu, eux, recours pour financer leur opération terroriste à de la contrebande, de la vente de contrefaçons importées de Chine, etc. Ce qui leur a permis de générer un certain nombre de gains et de le réinvestir immédiatement dans de l'achat, de l'armement, du matériel, de la location, de la téléphonie et dans les déplacements, parce que les déplacements, ça prend aussi une part importante dans l'opération terroriste. Donc on est très loin de la thèse du commanditaire qui se trouve en Syrie ou en Irak et qui va envoyer de l'argent et qui va en faire un combattant de la paix. Ça, c'était pour les attentats de novembre. Donc vous avez à la fois une comparaison. Les attentats du mois de janvier, c'est environ 26 000, 28 000 €. Novembre, c'est beaucoup plus conséquent, c'est 80 000 € avec des individus, donc des étrangers qui sont partis, qui ont été financés par des commanditaires en Syrie et qui ont eu des moyens financiers pour traverser l'Europe et rejoindre notre territoire. Donc ce sont des financements qui sont beaucoup plus conséquents et là l'enquête est encore beaucoup plus longue. Alors, on va terminer cette émission avec quelques dessins, peut-être, Isis, que vous allez nous commenter. On voit sur cette image Bruno Leroux et Anne Hidalgo donc, qui quittent l'hypercachère pour cet hommage, dont je rappelle qu'on a tenu les journalistes à distance pour évidemment préserver un peu l'intimité des proches des victimes, des familles, évidemment. Et on va regarder donc 1 ou 2 dessins avant de clore cette émission, si vous le voulez bien, que vous allez nous commenter en direct. Je ne sais pas si on a... Alors voilà, celui-ci, vous avez le retour. Voilà. Oui. Ce n'est pas évident d'encadrer la liberté d'expression. Voilà, c'est un dessin d'un dessinateur canadien, Côté, qui avait fait justement après les attentats. Et voilà, une question qui se pose, est-ce qu'on peut vraiment encadrer la liberté d'expression et sur quelle optique? Sur l'optique de la loi, de la religion, etc. Réponse non, évidemment. Et puis ce djihadiste qui est chez l'ophtalmo, votre vue est excellente. C'est votre vision du monde qui est monstrueuse. Voilà, dessin de Michel Kishka d'Israël. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de LCI pour parler de tout cela. On retrouve Marie-Aline Mélier et Anne-Chloé Beauté dans une seconde.